On ne se rend pas compte à quel point la gouvernance est clé dans une entreprise. Ce métier se professionnalise dans sa complexité. Un grand spécialiste répond à toutes nos questions avec professionnalisme, justement. Merci, restez avec nous. Éric Maire, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour Manuela, merci d'être ici. On va parler de gouvernance aujourd'hui. Vous êtes un Volontiers. spécialiste dans ce secteur. Est-ce que vous pourriez d'abord nous donner une définition? La définition de la gouvernance, c'est l'ensemble des lois, des pratiques et des règles qui conduisent une entreprise en fait. C'est un peu plus compliqué, mais je pense que c'est bien de le résumer comme ça. D'accord. Donc, quelle est la situation actuelle de ce secteur d'activité? Ben, écoutez, avec l'augmentation des demandes, avec l'augmentation des obligations légales, avec l'augmentation des sujets qui entourent une entreprise, quand on parle d'écologie, quand on parle de toutes ces choses-là, eh bien, la gouvernance est en forte croissance. Il y a une vraie demande pour que ça se professionnalise et que ça apporte un éclairage à la direction exécutive qui est, comme on dit, de la tête dans le guidon et qui n'a pas forcément le temps de s'occuper de toutes ces choses. Vu la situation du marché des entreprises, est-ce que c'est un secteur d'activité qui prend de l'importance? Oui, bien sûr. Alors, je n'appellerais pas ça un secteur d'activité parce qu'en fait, on fait de la gouvernance partout. L'État fait de la gouvernance, les institutions publiques font de la gouvernance, les ONG font de la gouvernance. Donc, c'est plutôt un métier qu'un secteur d'activité. Par contre, c'est indéniablement qu'il faut de plus en plus de gens et surtout de l'expertise parce que ça vient de plus en plus pointu. Alors, si on parle d'expertise, on peut parler de formation, d'enseignement. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, c'est un métier qui est un art, avant d'être un métier qu'on apprend, même s'il y a des formations. Il y a pas mal d'institutions qui commencent à fournir ça, au-delà des universités elles-mêmes étatiques, mais des sociétés privées aussi. Après, il y a des formations pour un petit peu tous les domaines, des formations simples et plus larges. Et puis après, c'est un métier qui s'apprend par la pratique. Donc, si on est administrateur indépendant, ce qui est mon métier, eh bien, c'est des années d'expérience pour pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée aux entrepreneurs. Est-ce qu'on développe des critères particuliers comme, alors, quelque chose d'un peu perché, mais l'intuition, on ressent un certain nombre de choses, ou est-ce que tout est très tangible, structuré, mathématiquement organisé? Non, il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Donc, ce sont des espèces de manuels qui cadrent, en fonction des industries, entre une société dans la construction ou une société pharmaceutique. On imagine bien que la gouvernance n'est pas la même. Donc, on peut se baser sur les pratiques. Mais après, le plus important, c'est les gens. C'est l'humain qui est au centre de tout ça. Et c'est la culture d'entreprise, c'est l'histoire de l'entreprise, c'est comment elle fonctionne. Et ça, ce sont vraiment les paramètres de base. Donc, ça, on ne peut pas appliquer un modèle à chaque entreprise. Chaque entreprise a son propre cœur. D'accord. Alors, quand on parle d'humain, on parle forcément de défis, parce qu'on ne vit pas dans un monde où tout est rose, malheureusement. Donc, quels sont les défis, en fait, qu'on peut... Alors, quand on est au conseil d'administration d'une entreprise, je crois que le plus gros défi, c'est la collégialité entre tous les membres. Que ce soit les membres du conseil d'administration, que ce soit les actionnaires, pour essayer qu'en fait, il y ait une harmonie, en fait, et pas qu'il y ait des velléités, parce qu'évidemment, un actionnaire, c'est de l'argent, c'est émotionnel. Donc, il faut savoir pondérer ces choses-là, préparer les séances en avant, pour que quand des décisions soient prises, elles soient toujours, et c'est ça le vrai but d'un administrateur indépendant, pour la pérennité de l'entreprise. Parce que c'est ça le cœur de notre métier. Si je fais une transition, quelles sont les tendances aujourd'hui? Comme je disais tout à l'heure, la professionnalisation. Ouais. Donc la notion d'administrateur indépendant, c'est-à-dire un administrateur qui n'a pas d'action, pas d'intérêt financier dans l'entreprise, devient de plus en plus, ce n'est pas une mode, mais une nécessité pour des raisons d'expertise et de compétences. Et puis après, on voit qu'il y a quand même, ayant beaucoup plus de sujets que les entreprises doivent affronter, eh bien, on a besoin de plus en plus d'experts, de plus en plus de gens qui vont apporter un éclairage sur une problématique particulière d'une entreprise à un instant T. Donc, étoffer son conseil d'administration devient quelque chose de plus en plus important. Comment les personnes qui sont dans un conseil d'administration sont-elles choisies? Comment ça se passe? Pour certaines, dans le copinage, on va être clair. Alors, ça veut dire le réseau? Ça veut dire qu'on a un ami puis on veut le mettre dedans.
ce qui n'est pas forcément négatif. Et ce qui n'est pas forcément un cadeau non plus. Mais ce qui n'est pas forcément un cadeau. Et puis pour d'autres, ben, c'est l'actionnaire qui choisit, il veut quelqu'un qui le représente. Et là aussi, ce n'est pas toujours facile. Sinon, après, c'est une question de compétences. Hein. Par exemple, dans le domaine du digital, aujourd'hui, aucune entreprise peut ignorer le digital. On est d'accord? Tout à fait. Combien d'entreprises ont une vraie expertise dans la transformation digitale? Très peu. Et donc, peut-être que là, c'est opportun d'apporter au conseil d'administration une personne qui a une certaine expertise dans ce domaine. Ouais. Alors, quand on parle de digital, on pense toujours que c'est juste poster une photo dans les réseaux sociaux. Non, mais non, c'est vraie stratégie de communication, etc. Il y a le contenu, enfin, etc. donc voilà. Justement, c'est une excellente transition en termes d'innovation. Alors, l'innovation, elle est d'une partie dans les pratiques, justement, dans ces fameuses best practices, comme on dit en anglais, plutôt, puisque, par exemple, le Canada et la Nouvelle-Zélande sont quand même des leaders, en fait, dans le domaine de la gouvernance, qui apportent une réflexion sur pas mal de choses, sur notamment les nouveaux modèles de management, par exemple, hein, et qui doit être infusé par la direction ou par le conseil d'administration. Après, il y a des outils digitaux qui commencent à venir. Bon, là, ce n'est pas vraiment d'innovation, mais ça aide quand même un certain nombre de choses. Pour la Suisse, par exemple, c'est très compliqué puisque dès qu'on veut faire un changement, on doit aller chez un notaire, registre du commerce. C'est assez lourd, en fait. C'est comme organiser une séance extraordinaire ou ordinaire d'actionnaires. C'est assez compliqué en Suisse puisqu'on est obligé d'avoir des procurations, on a des obligations de les faire en physique, alors que d'autres pays n'ont pas ces contraintes. Donc, je pense que ça va évoluer. On sait qu'il y a la nouvelle loi en vigueur qui va rentrer l'année prochaine, qui va donner des nouvelles prérogatives par rapport au conseil d'administration. Sans oublier que quand on dit conseil d'administration, on parle de comité dans une fondation ou dans une association, on parle de conseil d'administration dans une coopérative et autres. Donc, c'est pour tous les types d'entreprises. Si on parle de futures perspectives, c'est en lien avec les innovations, est-ce qu'on peut imaginer qu'un comité de direction s'attelle à humaniser une entreprise sur le fond, évidemment avec l'aide de l'opérationnel, c'est-à-dire le CEO et tous ces employés. Mais est-ce que c'est le rôle d'un comité? Deux, est-ce que c'est quelque chose qui est une future perspective aujourd'hui? Oui, je pense. Alors, le rôle du comité, il est certainement d'infuser, d'influencer, d'essayer de montrer les tendances et puis d'apporter le soutien à la direction exécutive. Parce que la direction exécutive, elle a une mission qui est très claire, c'est faire tourner l'entreprise, évidemment faire de l'argent, parce que les actionnaires ont besoin légitimement d'un retour sur investissement, bien que, vous voyez, les tendances que je perçois aux États-Unis, où on commence à appeler des dividendes salariaux, par exemple, ou plutôt que de toucher trop de dividendes, ben, certaines entreprises commencent à la fin de l'année à rémunérer leurs employés. Et donc, on voit quand même des modes où on comprend que l'être humain doit être au centre de tout, ce qui est vraiment ma conviction très profonde. Par contre, comment l'infuser, vous savez comme moi, hein, c'est un art, hein, c'est très complexe, c'est casser les codes, casser la culture d'entreprise pour infuser autre chose, c'est compliqué, mais c'est indispensable. Je pense que les entreprises qui survivront dans le futur seront les entreprises qui ont compris que l'employé doit être au centre des préoccupations. Si, j'ai envie de vous poser une question un peu plus personnelle. Le monde de demain, comment vous l'imaginez? Et ce sera ma dernière question pour l'entreprise. Il est magnifique, le monde de demain. Il est magnifique parce que la technologie apporte énormément de choses positives. Il y a des dérives, mais des choses positives. Je pense que l'intelligence artificielle apportera plein de choses de positifs, même s'il y aura plein de problématiques. Mais l'humanité a toujours réussi à progresser et à faire face à ces démons. Éric Mer, merci beaucoup pour ce passionnant interview. On vous souhaite tout de bon pour la suite et on vous dit à très bientôt. Merci Manuela. Cette interview est en partenariat avec Doukas Copy TV. La gouvernance, oui, gouverner une entreprise, c'est tout un art. Restez connectés, restez avec nous. Merci.